Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur de l'année 2021. Je tourne cette vidéo quand l'année n'est pas encore terminée, mais bon voilà, j'avais envie de la sortir pas trop tard et donc je me suis dit que c'était pas grave de la tourner un petit peu en avance. De toute façon je prévois pas vraiment des lectures très intenses pour la fin d'année, là il reste à peine 15 jours. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à commenter et à partager, ce serait super cool pour le référencement, tout ça. Et je m'excuse ensuite pour le petit chat qui, comme d'habitude quand je tourne, est grognon. Alors il n'y a pas d'ordre du meilleur au pire dans cette vidéo, j'ai un espèce de podium que je vous dévoilerai à la fin, mais sinon ce qu'on va faire pour l'instant c'est que je vais vous les présenter un petit peu en m'inspirant de ce que fait Book Roast. Je vous mettrai sa dernière vidéo en date de laquelle je m'inspire ici, où en fait elle fait un espèce de Oscar du meilleur livre, le meilleur livre fantasy, le meilleur livre ceci. Je vais pas faire exactement ces catégories, j'ai pas du tout pris ces catégories, en fait j'ai un petit peu fait les miennes parce que j'ai basiquement lu je pense 80% de fantasy, donc ce serait impossible pour moi de vous dire le meilleur fantasy, le meilleur nanan, le meilleur. Donc on va commencer tout de suite. Et également je vais pas pouvoir parler 1000 ans de chaque livre parce qu'il y en a 15 je crois, donc je vais essayer de faire 1 à 2 minutes par livre, ce qui est déjà beaucoup. Mais du coup, si vous voulez plus d'informations, normalement ils ont presque tous été chroniqués au cours de l'année dans des updates lecture, je dis bien presque tous. Et dernière petite info, comme c'est la fin de l'année, que c'est Noël, que on est presque à 2000 abonnés, que voilà, c'est la fête, j'avais envie de vous faire plaisir avec un petit concours de Noël. Et donc, il sera possible à l'un d'entre vous de gagner un de ces livres. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de remplir le Google Doc que je mettrai en barre d'infos et du coup d'indiquer quel livre vous souhaitez gagner. Les conditions, c'est très simple, c'est me suivre sur YouTube et me suivre sur Instagram. Et c'est tout, voilà. Et puis voilà, bah, bonne chance à tout le monde. Je peux faire gagner qu'une personne parce que mes revenus ont baissé depuis l'année dernière. Je me souviens que l'année dernière j'ai fait gagner 3 personnes. C'était très cool, ça m'a fait très plaisir, mais là malheureusement tout est de ma poche, donc ça va être une seule personne. Alors le livre qui remporte l'Oscar du meilleur graphique lu cette année, bon j'en ai pas lu beaucoup mais c'est quand même lui qui remporte, il s'agit du Cercle du Dragon Thé de Cathy O'Neil qui est adorable. Les dessins sont super jolis, hyper doux, hyper mignons, les couleurs sont hyper chaleureuse, hyper agréable, mais voilà vraiment c'est super beau. C'est une BD, l'un des points positifs de Cathy O'Neil, voilà quelque chose qui est toujours très valorisé, c'est que c'est très inclusif. Vous voyez, rien que sur la couverture on a une personne de couleur, et puis bah, en fait dans le livre il y a plein de personnes de couleur, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes hétérosexuelles, homosexuelles, enfin c'est hyper inclusif et en même temps ça cherche pas à forcer le truc, c'est comme ça en fait, ça raconte la vie de gens et du coup bah, c'est pas que des blancs hétéros cisgenres. Donc c'est super agréable, mine de rien on se dit que c'est rien, que ça apporte rien de plus à une BD, mais moi je trouve que si, ça lui donne vraiment un côté humain vraiment supplémentaire, ça montre que l'auteur a à cœur voilà les ressentis des autres, que c'est une personne bienveillante, ouverte, donc voilà, donc c'est très chouette. J'ai lu aussi depuis le Festival du Dragon Thé que j'ai adoré aussi, mais du coup je voulais vous parler avant tout de celui-là et j'ai hâte l'année prochaine de découvrir de nouveaux livres de Cathy O'Neil. Ensuite, le meilleur contemporain, il s'agit de Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Ng. En fait, j'ai pas lu beaucoup de contemporains cette année, d'une certaine manière, j'en ai lu quand même assez pour pouvoir faire ressortir un meilleur de ces lectures, mais je tenais surtout à parler de Céleste Ng parce que c'est une autrice que j'ai découverte du coup à la fin de l'année 2020 et début 2021, avec d'abord La Saison des Feux et ensuite celui-ci, qui pour le coup est son premier, et j'ai adoré, ça fait vraiment une ambiance Desperate Housewives, mais sans les dramas un peu inutiles et tout le reste. C'est vraiment des livres qui sont très intelligents, qui abordent des sujets très complexes, comme le racisme, les attentes et les rêves des parents qui pèsent sur les enfants, le suicide, plein de choses comme ça. C'est des livres super forts qui se lisent d'une traite, qui sont vraiment géniaux, et pour le coup celui-ci m'a
particulièrement marqué. Il était vraiment trop bien, j'en ai un souvenir incroyable. Il est assez dur à lire par moments, mais il fait vraiment du bien. Ça fait un petit peu penser au style de Laura Kashishk que j'ai découvert il y a quelques temps, que je lis un petit peu moins ces derniers temps. J'avais été un peu déçue par ses derniers ouvrages, mais j'avais beaucoup aimé certains de ses ouvrages. Et voilà, moi ça me fait penser un peu à un mélange entre Laura Kashishk et Desperate Housewives. Le suivant, c'est le livre qui m'a fait partir à la découverte d'un nouveau pays. Je ne l'ai pas en physique, je l'ai lu sur ma liseuse. C'est un coup de cœur, vraiment, mais... C'est tous des coups de cœur, mais... Waouh, il m'a mis une claque intersidérale celui-là. Il s'agit de Kim Jong, né en 1982. Alors je me souviens jamais du nom de l'autrice, tout sera en barre d'infos de toute façon. C'est un livre hyper féministe, c'est un livre sud-coréen, et en fait je l'ai découvert parce qu'il a été publié en poche par 10-18. Avant il est sorti chez Nil je crois, et en fait je l'ai vu passer dans leur parution, je me suis dit bah je vais le prendre sur liseuse, voilà. Du coup rien à voir avec 10-18, mais c'est grâce à eux que je l'ai vu passer. C'est l'histoire d'une femme sud-coréenne qui se sent un petit peu enfermée, elle est mariée, elle a un enfant, elle a dû arrêter de travailler alors que pour le coup ça lui plaisait beaucoup son boulot, pour s'occuper de l'enfant parce que c'est le mari qui travaille. En fait un jour elle va commencer à parler avec la voix d'autres femmes, raconter des histoires qui sont pas la sienne, son mari va s'inquiéter. On comprend petit à petit qu'en fait elle va raconter sa vie depuis sa plus tendre enfance à un psychologue en fait. À travers toutes ces anecdotes de vie dans la Corée du Sud, donc en étant une femme, on remarque plein d'exemples de sexisme ordinaire, du harcèlement au travail, du sexisme voilà, bienveillant, du harcèlement dans la rue, voilà, plein d'exemples. C'est hallucinant et ça permet vraiment de se rendre compte de la domination masculine, du patriarcat, de ce qu'on pensait être normal mais qui ne l'est pas. Bon après c'est l'exemple de la Corée du Sud, mais pour le coup, voilà, ça pourrait être transposable assez facilement. J'avais surtout beaucoup aimé l'histoire de ce livre parce que en fait il a été adapté au cinéma et il y a eu une vague incroyable de haine envers ce livre. Mais c'est hyper paradoxal parce que en même temps c'est l'un des livres qui a été le plus lu, alors que pourtant en Corée du Sud ils ont pas forcément, apparemment d'après les statistiques, beaucoup le temps de lire puisque du coup ils travaillent beaucoup. Mais du coup ce livre il a quand même été dans le top des ventes, donc c'est plutôt incroyable. Et il y a eu une adaptation, l'autrice et l'actrice principale se sont fait menacer de mort, etc. par des gros misogynes. Et il y a plein de femmes après ça qui ont quitté leur mari, quitté leurs copains, voilà, en se disant c'est vrai, moi aussi je vis des choses comme ça, c'est pas normal. J'ai adoré le retentissement de ce bouquin et vraiment il restera un de mes livres préférés. Et du coup il m'a fait partir à la découverte de la Corée du Sud. Oui et non, j'avais déjà lu un livre sur la Corée du Sud, mais c'est vrai que j'en avais pas lu non plus beaucoup et j'ai été très contente de découvrir. Et ensuite voilà, si vous avez vu mon vlog où je parle un petit peu de cette envie de lire plus de livres sud-coréens, voilà, vous devez savoir que j'ai essayé d'en lire quelques-uns, que je suis toujours à la recherche. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'ai lu beaucoup de livres qui étaient difficiles à lire ces années, entre des livres sur le sexisme, des livres sur différents pays qui sont dans des situations politiques ou économiques ou sociales assez difficiles, entre des livres voilà, sur la guerre ou je sais pas. Il y a eu pas mal de livres qui étaient assez difficiles à lire et j'en ai discuté pas mal avec certains d'entre vous qui me disaient que eux, ils n'arrivent pas du tout à lire des livres tristes, des livres durs, des livres voilà, vraiment difficiles, que voilà, même s'ils ont conscience que parfois c'est ce qu'il faut, ils y arrivent pas. Et je comprends tout à fait ce point de vue, mais moi je sais pas, j'ai une espèce de fascination un peu morbide et j'aime bien me rendre vraiment compte de ce qui se passe en lisant des bouquins. Et même si c'est dur la lecture, et ben ça va après, ça passe, mais ça me permet vraiment de relativiser et puis c'est un peu le coup de poing dont j'ai besoin pour des fois me faire des électrochocs et arrêter certaines habitudes qui sont très mauvaises ou pour l'environnement ou pour voilà, plein d'autres choses. Mais celui qui a été le plus dur à lire pour moi cette année, mais d'une bonne manière, enfin je veux dire j'en ai quand même un très bon souvenir, mais en même temps pendant toute la lecture je faisais des cauchemars, c'était très dur à lire. Il s'agit de D'abord ils ont tué mon père de Lung Wang. Je ne sais pas du tout si je prononce bien. C'est pas de la fiction, donc c'est un témoignage de justement cette petite fille, Long Hang. Et c'est une Cambodgienne qui avait 5 ans lorsque les Khmers rouges ont pris d'assaut Phnom Penh et ont demandé à tout le monde de partir de la capitale pour aller vivre dans les campagnes et qu'ils ont commencé voilà, à
tué en masse les intellectuels, les politiques, les opposants au parti, qu'ils ont commencé à créer des camps de concentration, des camps de travail, etc. etc. Elle raconte tout ça, elle raconte tout ce qu'elle a vécu, l'éloignement avec sa famille, le fait d'être une enfant soldat, la faim, les maladies, etc. etc. C'était très très dur à lire, mais en même temps c'était hyper instructif. Déjà j'ai appris plein de choses sur le Cambodge, que pour le coup je connaissais pas du tout. Ça a été pareil, la découverte d'un pays, la découverte d'une culture, la découverte d'une histoire, et ça m'a brutalisée et fascinée en même temps. Et en même temps ça a été très intéressant, enfin on avait presque l'impression de lire un roman et pas de lire un témoignage ou quelque chose de biographique, mais en même temps il y avait ces moments où on se rappelait que ça lui est vraiment arrivé. Mais vu qu'elle l'a écrit, c'est qu'elle s'en est sortie, et on se disait mais cette personne est tellement courageuse, tellement forte, c'est incroyable. Donc c'était vraiment une lecture que je recommande. Après, si vous avez vraiment du mal avec les lectures difficiles, je ne le recommande pas parce que c'est très 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 difficile. J'ai fait beaucoup de cauchemars, il y a beaucoup de triggers, voilà. TCA, viol, meurtre... Bon, le chat lance son élastique partout, voilà. Donc c'est très très dur à lire, mais honnêtement c'est quelque chose qui m'a vraiment mis une claque en fait. Et en plus c'est assez récent, ce massacre là, c'était en 75 et je crois qu'ils ont tenu le pays jusqu'à 79, quelque chose comme ça. Après il y a les Vietnamiens qui sont arrivés pour repousser les Khmers rouges en gros. Voilà, c'était un petit peu un affrontement de la guerre froide aussi. Mais voilà, c'est super récent, enfin perso mes parents étaient déjà nés et ça me bluffe complètement qu'on m'en ait jamais parlé à l'école et tout, enfin voilà. Donc c'était super ouf à lire, très très dur, mais très important. Il y a eu un film, je l'ai pas encore regardé, c'est Angelina Jolie qui l'a fait je crois. Le livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer à sa sortie. Il est sorti pendant la rentrée littéraire de septembre, il y a 2 ans je crois, ou 1 an, je sais plus. Et je l'avais vu passer, j'avais vu des articles dessus, voilà, on avait entendu du bien, mais je m'étais pas lancée dedans parce que le résumé en lui-même me disait rien. Mais j'ai vu quelqu'un en parler sur Facebook, Camille Brunel, donc l'auteur notamment des Métamorphoses, et dire qu'il avait adoré, faire un petit résumé à sa sauce, et je me suis dit, ça a l'air bien. Coup de chance, il était sorti en poche et donc je l'ai acheté en poche. Ce livre, il m'a fait voir l'histoire de l'Europe complètement différemment. Quand j'ai terminé ce livre, je me suis dit, j'aurais bien aimé en fait que ça se passe comme ça. Il s'agit de Civilisation de Laurent Binet. L'auteur imagine que les Vikings ont été sur les terres américaines mais plus loin que ce qu'ils ont été et du coup ils ont mené des batailles, ils ont essayé de conquérir un petit peu, ce qui fait qu'ils ont donné des défenses immunitaires, ils ont donné des armes, ils ont appris à dresser des chevaux, etc. Des choses que peut-être les Incas ne faisaient pas ou ne savaient pas faire. Ce qui fait que quand Christophe Colomb arrive, ils sont prêts. Et du coup, il lui dégomme la gueule. Donc Christophe Colomb ne revient jamais de son voyage, et donc les Européens n'ont pas du tout conscience de ce nouveau monde qui existe, et les Incas partent ensuite à la conquête de l'Europe, et ça va être trop drôle. C'est en même temps un livre qui est drôle, et c'est en même temps un livre qui est très très incisif, très très intelligent, parce que à travers ce regard étranger, qui est le regard de l'Inca sur l'Europe des années 1500, l'auteur va montrer du doigt tout ce qui, selon lui, est un petit peu étrange dans notre civilisation, tout ce qui est barbare en fait, et c'est pas parce que c'est européen et civilisé que c'est pas barbare. Voilà, il va montrer plein de choses, du sexisme, du racisme, en veux-tu, en voilà. C'est extrêmement bien, c'est super bien pensé, on rencontre des figures historiques, donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et voilà, ça nous plonge au cœur de l'histoire, mais en même temps c'est une histoire qui est un petit peu rebalancée, donc on va voir les rois qui vont essayer de mener des alliances avec les Incas, qui vont se diviser l'Europe, etc. Et vraiment à chaque fois que je fermais le livre, je me disais j'aurais vraiment aimé que ça se passe comme ça en fait. Je sais pas où on en serait actuellement, mais ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. J'ai lu un ovni, une pépite. Alors là vraiment, la catégorie dans laquelle je mets ce livre, c'est l'ovni. Le livre, je le voyais passer depuis des années et des années et des années, j'exagère de ouf, et je m'étais jamais penchée dessus. La couverture est magnifique, mais je m'étais vraiment jamais penchée dessus. Et en fait, je l'ai lu grâce à Alex Bouquin en Prada, la Queen, grâce à qui j'ai eu pas mal de coups de cœur cette année. Je l'ai découvert donc dans le cadre de ma vidéo Je lis le livre préféré de Alex Bouquin en Prada, que je vous mets juste ici.
Et donc elle m'a notamment dit dans une sélection de 2-3 titres Bord de terre de Julia Thévenot. Alors Bord de terre, ce serait hyper compliqué de vous résumer l'histoire, je vais essayer quand même. On suit une sœur et un frère, Tristan et Inès je crois. Tristan est atteint d'autisme et donc c'est lui le plus grand, mais Inès a pris l'habitude d'un petit peu veiller sur lui et de le surveiller. Un jour au cours d'une petite promenade, il se retrouve à basculer dans un espèce de monde parallèle, c'est donc Bord de terre, un espèce de royaume avec des hiérarchies de classe sociale vraiment très strictes. Et Inès se retrouve propulsée dans la caste supérieure des dirigeants, tandis que Tristan, lui, est avec le peuple. Et en fait, c'est fascinant parce que ce monde-là, Bord de terre, il est en même temps hyper merveilleux, on aurait presque envie d'y vivre, et en même temps effrayant. Il y a des trucs effrayants, la politique est effrayante, il y a des créatures un peu effrayantes, et il y a un usage de la magie qui est assez cool, à base de chansons, de comptines, etc. Donc c'est un livre... Je saurais pas comment lui rendre hommage, mais vraiment lisez-le, il est trop bien. C'est super drôle. Julia Thévenot, elle écrit super bien, elle joue avec les mots, elle est pleine d'humour, pleine de ressources linguistiques, elle a plein de culture littéraire, culture pop aussi, voilà. Des musiques, des films, il y a plein de références à plein de choses. Les personnages sont super attachants, l'histoire est hyper originale, pleine de rebondissements du début à la fin, et le tout est très inclusif, je trouve. J'ai pas du tout été déçue. Lisez-le. Et bien toujours grâce à Alex Bouquin en Prada, décidément, et toujours de Julia Thévenot, j'ai lu ensuite Lettre à toi qui m'aimes. Ce livre, parmi tous les coups de cœur là, c'est l'un de ceux que j'ai dévoré. Alors c'est vrai qu'il est très court, il y a à peine 6 chapitres, c'est écrit assez espacé, voilà, il est vraiment très court, mais vraiment je l'ai dévoré, j'étais dans mon lit un matin et l'après-midi il était terminé, donc je l'ai lu d'un seul souffle. C'est un livre fantastique sur l'amitié, mais pas que. En fait, Lettre à toi qui m'aime, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, ils sont 3 ou 4, je sais plus, c'est plusieurs garçons et une fille, et un jour ils accueillent un nouveau garçon dans leur groupe, et ce nouveau garçon va développer des sentiments pour la jeune fille, et elle, au début, elle croit qu'elle en a aussi, mais rapidement elle se rend compte que c'est pas le cas, et elle va lui faire comprendre d'abord subtilement qu'elle est pas intéressée, puis un peu moins subtilement, jusqu'à ce que finalement ça crée un peu des embrouilles dans le groupe, qu'on rejette la faute sur elle, parce que c'est elle qui a dit non, c'est elle qui a mis des faux espoirs, c'est... Voilà, et puis de toute façon c'est elle la fille, c'est elle la fautive, elle avait qu'à pas le séduire, voilà. Et c'est super intéressant parce que du coup elle écrit tout ce qu'elle ressent, elle a le droit de se tromper, elle a le droit de penser qu'il lui plaît et en fait de revenir en arrière, elle a le droit d'avoir ses sentiments, elle a le droit d'être respectée, elle a le droit que son point de vue soit pris en compte. Vraiment génial parce que j'ai trouvé que c'était un texte très féministe, très moderne, mais en même temps très... C'est féministe mais c'est pas rageant, c'est pas... je sais pas, il y a pas de la hargne et de la colère qui en sortent, il y a juste, voilà, c'est une histoire d'amitié et c'est un fait, il se trouve que... Et en plus, Julia Thévenot, comme je l'ai dit tout à l'heure, écrit merveilleusement bien, elle joue avec les mots, c'est délicieux, toujours ce rapport entre littérature et musique qu'on retrouve dans son texte, c'est vraiment génialissime. Un livre drôle et tendre à la fois, parfait à lire sous le plaid d'une seule traite aussi. Il s'agit de Fangs de Sarah Anderson, publié chez 404. J'ai pas dit à chaque fois chez qui c'était publié, je suis vraiment horrible comme personne. C'est un roman graphique super mime, si je vais essayer de vous montrer. C'est l'histoire d'une vampire et d'un loup-garou qui vont tomber amoureux et on suit donc leur histoire d'amour tantôt très tendre, très touchante et tantôt très drôle, puisque l'autrice joue avec les clichés déjà de la romance, mais ensuite les clichés qui ont trait à le vampire, le loup-garou, et ce que ces deux figures du fantastique supposent. C'est vraiment super drôle, les dessins sont hyper beaux, hyper mignons, vraiment c'est plein d'un humour un peu noir, un peu grinçant, c'est vraiment, je recommande. Cette année, j'ai découvert un nouvel auteur, enfin j'avais déjà lu un de ses livres, mais je l'ai redécouvert cette année et c'est mon nouvel auteur préféré. Je pense que si vous avez un petit peu suivi la chaîne, les lives, Insta ou quoi, vous savez déjà de qui je parle parce que j'ai pas arrêté de vous bassiner avec depuis à peu près le mois de, je sais pas, avril, mai, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais voilà, c'est un auteur dont j'avais déjà lu un livre précédemment quand il était sorti. Et là, dans le cadre de mon stage, je l'ai revu passer avec son nouveau roman qui devait paraître. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Ça a été un coup de cœur monumental. Il s'agit de Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, qui est donc
officiellement mon nouvel auteur préféré. Juste après j'ai relu donc Royaume de vent et de colère, après j'ai lu Boudica, j'ai lu Je suis fille de rage, j'ai lu La guerre des trois rois et je crois que c'est tout. Et là j'ai précommandé son nouveau livre, en fait il y avait une campagne de financement participatif Ulule pour Noir et le sceau de l'enfer. J'ai participé, j'ai trop hâte de recevoir mon petit exemplaire et de le dévorer. Mais du coup, Du roi je serai assassin, ça se passe dans les années fin 1400, début 1500. D'abord ça se passe en Espagne, à Grenade, et ensuite ça se passe à Montpellier, la deuxième partie du livre, et on va suivre un personnage qu'on a déjà vu dans Royaume de vent et de colère, qui s'appelle... dans Royaume de vent et de colère, il s'appelle Silas, je crois, et là du coup on le voit quand il est enfant avec sa sœur jumelle et éduqué par leur père. Et leur père en fait va leur donner une quête de trouver... la pierre de l'Arbon, qui est une pierre magique qui permettrait selon lui de mettre fin aux guerres de religion pour redonner la puissance musulmane à Grenade et à l'Espagne à l'époque. Puisque du coup ça se passe en pleine guerre de religion, en plein moment où le catholicisme essaie un petit peu de s'imposer sur les terres musulmanes. On va suivre leur espèce de quête pour le trouver. C'est génialissime, ça démarre donc de quand ils sont tout petits jusqu'à au moment où le personnage est beaucoup plus vieux dans Royaume de vent et de colère, et c'est un livre merveilleux. Il y a des thématiques super importantes qui sont abordées, des thématiques super fortes, les guerres de religion, l'appartenance à une religion, ce qu'on est vraiment, le rapport aux frères et sœurs, le rapport à la famille, l'amitié, l'amour, la sororité, la fraternité, etc. C'est vraiment un très beau livre. C'est super bien écrit, il y a toujours plein d'actions, on ne s'ennuie jamais, on a tout le temps envie de savoir ce qui se passe après, et puis le style de Jean-Laurent Del Socorro, il est vraiment incroyable. C'est en même temps quelque chose qui est plein d'action, et en même temps quelque chose qui est plein d'émotions. Donc on a en même temps envie de continuer, et en même temps parfois on est obligé de faire des pauses parce qu'on est submergé par plein d'émotions différentes. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'inclusivité. Donc déjà dans un premier temps, il écrit super bien les personnages féminins, c'est pas du tout cliché, il n'y a aucun personnage qui est cliché, ils ont tous en fait des rôles, des sentiments, des émotions hyper diverses et variées, et pas du tout cloisonnés dans un genre. Il y a des femmes qui sont médecins, il y a des femmes qui sont guerrières dans ses livres, enfin c'est vraiment génialissime. Tout est super bien écrit et il en fait jamais trop dans aucun des thèmes qu'il aborde. Je suis vraiment plus que fan, et en plus j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace dans celui-ci parce que du coup je l'ai rencontré, je suis trop contente. Et vraiment voilà, donc lisez Jean-Laurent Del Socorro, peu importe ce que vous choisirez, ce sera bien. Et en plus du coup, comme ce livre-ci se passe dans l'univers de Royaume de vent et de colère, je trouve que c'est vraiment super cool parce qu'il a vraiment créé tout un univers là-dedans. Et du coup quand j'ai relu Royaume de vent et de colère après, j'ai trop ressenti des bonnes vibes quand je voyais des clins d'œil en fait à l'un ou à l'autre. Après avoir relu Royaume de vent et de colère, j'ai relu la fin qui se passe en fait au moment du livre de son premier bouquin. Ensuite j'ai lu La guerre des trois rois qui pareil se passe aussi dans l'univers de Royaume de vent et de colère. La prochaine catégorie, c'est le coup de cœur inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à être aussi fan de ce livre et pourtant ça a été un coup de cœur. Je dirais pas intergalactique, mais presque. Il s'agit de Un long voyage de Claire Duvivier. J'en avais entendu beaucoup de bien, encore une fois, dans le cadre de mon stage. Et au début, voilà, j'ai vu que les chapitres étaient très longs, j'avais un petit peu du mal à rentrer dedans au début, pendant peut-être les 2 premiers chapitres, parce que c'est... Enfin, en même temps j'avais du mal et en même temps je trouvais déjà que l'ambiance était géniale, que c'était super bien écrit, mais j'avais l'impression de pas trop voir où est-ce qu'on allait. Et en fait, le vrai tournant de l'intrigue, il est vraiment au milieu du livre, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de continuer à avancer. En fait, le livre il est vraiment écrit comme un voyage, c'est-à-dire que déjà on voyage temporellement, donc on suit un enfant quand il est assez jeune jusqu'à un âge adulte assez avancé, et donc il y a ce voyage où il découvre plusieurs étapes, et ensuite il voyage sur différentes îles, donc voyage spatial aussi, enfin géographique, et donc voilà, le livre c'est une progression. Donc c'est agréable aussi parce qu'on découvre des personnages à chaque moment de l'histoire, à chaque chapitre. Donc même si parfois c'était un peu long à commencer, c'était quand même très agréable à lire. Et à un moment donné, le livre ne s'arrête plus d'enchaîner les actions, d'enchaîner les découvertes, d'enchaîner les mystères et ensuite les résolutions de mystères. Et c'est génialissime. C'est fait avec brio. L'intrigue elle est menée mais avec...
c'est excellent, c'est brillant, vraiment c'est brillant. J'ai rencontré l'autrice, je lui ai dit c'est brillant, j'ai pas arrêté de le répéter, c'était vraiment génial. Les personnages sont hyper attachants et en fait ce qui est intéressant c'est que le personnage principal c'est pas du tout un héros de l'histoire. Il y a plein de moments où il ne vit pas les scènes importantes mais il nous les raconte parce que après il a écrit un rapport ou il a lu un rapport ou quelqu'un lui a raconté et il le raconte. Et je trouve ça brillant aussi d'avoir comme personnage principal et comme narrateur un personnage secondaire qui est le petit garçon orphelin. D'habitude on se serait dit c'est lui qui va être le héros et en fait pas du tout, lui il est juste narrateur et il va notamment être aux côtés du personnage central dont on va suivre les aventures qui est une femme une haute fonctionnaire. C'est super intéressant parce que en fait il va être très proche d'elle mais nous on va avoir que quelques bribes d'elle, de sa vie, de son histoire via ce personnage là. C'est super bien mené, c'est hyper original je trouve dans la construction du récit et en fait le personnage principal dès le début il raconte l'histoire à quelqu'un mais on ne découvre qu'à la fin à qui il raconte l'histoire. C'est tellement émouvant, rien que d'y repenser j'ai des frissons de partout, c'est super émouvant et je trouve que au-delà de vraiment l'intrigue, on peut chercher quelque chose de supplémentaire. Je trouve que c'est un livre sur la diversité, sur l'acceptation de l'autre, sur l'importance de l'histoire, de la mémoire. Enfin voilà, il est vraiment génial, je le conseille. Je sais qu'il y a eu des avis très mitigés, des gens qui ont trouvé que c'était trop long comme livre à démarrer, à prendre place, etc. Mais moi je trouve que ça en vaut vraiment le coup et je trouve que en fait la promenade qu'on fait tout au long de l'histoire et tout au long de l'univers, elle est vraiment géniale. Et du coup j'ai eu une petite dédicace aussi, parce que aux Imaginales j'ai rencontré Claire Duvivier, elle était trop gentille. Ensuite, j'ai lu un livre qui, pour moi, pourrait être résumé par le livre surpuissant qui donne la rage. Il s'agit de Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride dans la collection Bibliothèque dessinée des moutons électriques. C'est une collection que j'adore parce que le récit il est hyper vivant. En fait le texte il sert enfin les dessins servent le texte sert les dessins, les deux se complètent. Parfois il n'y a pas du tout de texte et ça va être des pages entières de dessins. Mais du coup voilà, on peut pas se contenter de regarder les dessins ou se contenter de lire. Il faut vraiment faire les deux ensemble. C'est génial et puis parfois ça va être un texte qui est écrit en spirale, parfois c'est trop bien, c'est trop bien. Là on suit l'histoire de Eurydice, le personnage mythique du mythe Eurydice et Orphée-Eurydice, où Orphée en fait c'est un demi-dieu je crois, c'est un poète, voilà tout le monde est fan de lui et il va tomber amoureux de Eurydice qui est une dryade je crois. Et en fait au moment de leur noces elle va se faire poursuivre par je sais plus quel dieu ou demi-dieu ou quoi et pendant qu'elle le fuit, elle va se faire mordre par un serpent et mourir. Orphée, fou de chagrin, demande si par pitié il lui serait possible d'aller la chercher aux enfers et en fait de la ramener. Et donc les dieux concluent que oui c'est possible, mais la condition c'est de ne pas la regarder sinon elle tombe encore et à nouveau définitivement dans les enfers. Et évidemment je vous le donne en mille, il va la regarder parce qu'il était trop impatient de la revoir et donc elle tombe et lui il remonte à la surface. Et donc là l'auteur se place juste après, ça vient d'arriver et il se place après. Et Eurydice, elle a la rage parce qu'elle vient de se faire laisser tomber à nouveau par son mec et qu'elle en a marre, il avait un job, il a pas réussi, ça la saoule. Elle a méga la rage, c'est trop bien parce que c'est pas juste une meuf qui a la rage contre son mec et qui va dire quel connard j'ai la rage. C'est super bien écrit, elle va le traiter de fils de bouc, voilà, enfin, c'est extrêmement bien écrit, c'est une longue phrase très belle, très poétique et en même temps, mais dedans il y a plein de rage et le gars il se fait mais défoncer sa race quoi. Donc c'est hyper drôle et en même temps bah, c'est surpuissant quoi, vraiment tu le lis, tu te dis mais quelle force. Et donc Eurydice elle va traverser les enfers dans l'espoir de sortir des enfers d'une manière ou d'une autre pour se venger d'Orphée et elle explique tout ce qu'elle veut lui faire. C'est pas très joli mais encore une fois c'est assez jouissif à imaginer et c'est trop drôle parce que du coup pendant son périple elle va rencontrer plein d'autres figures mythologiques et l'auteur en profite pour déconstruire les mythes, déconstruire le sexisme dans les mythes, etc. Donc c'est surtout déconstruire le sexisme, mais il déconstruit plein d'autres choses. Le mythe de voilà Persée et Méduse, les Danaïdes, Perséphone, etc. Voilà, il déconstruit tout ça. Plein de personnages qu'on va rencontrer et qui va vraiment moderniser en fait quelque part. J'ai trouvé que c'était surpuissant, c'était génial, c'est vraiment une épopée incroyable. C'est épique, c'est lyrique, c'est puissant. On le ferme comme ça, on se dit mais tout est possible et ça donne la rage mais pas une rage négative, une rage très positive qui pousse à se donner toujours plus. Pour moi c'est vraiment un livre super féministe, mais en même temps féministe ou pas féministe, lisez-le parce qu'il est super bien quand on aime la mythologie, il est super bien quand on aime les personnages forts. Eurydice elle déchire tout.
Le livre suivant, je savais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Je voulais d'abord dire le livre le plus drôle, mais c'est pas le livre le plus drôle que j'ai lu en fin de compte, même s'il était très drôle. Et ensuite, il y a vraiment une très belle histoire d'amour dedans, donc je voulais aussi parler de ça, mais au final, je pense que la plus belle réécriture de contes, ça lui va très bien. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, que j'ai encore une fois découverte grâce à mon stage. Décidément, ce stage m'aura apporté beaucoup de belles lectures. Et donc Flore Vesco, elle est championne pour réécrire des contes ou des légendes, mais les réécrire avec beaucoup de modernité, beaucoup de féminisme et beaucoup d'humour. Et donc là, c'est le mythe de la princesse au petit pois, ou ouais, je crois que c'est ça, la princesse au petit pois qu'elle réécrit. Et donc on suit des jeunes filles dans une espèce d'Angleterre des années 1800-1900, ça fait très Jane Austen. Au début, on a une réécriture en fait du premier chapitre de Jane Austen, puisque on apprend qu'il y a un mec très très riche qui vient d'emménager et qui cherche une épouse. Et donc la maman là qu'on va suivre, elle veut marier l'une de ses filles à ce mec. Sauf que ce mec apparemment, il fait passer un espèce de défi à ses futures conquêtes. Et donc le défi c'est de dormir une nuit chez lui sans chaperon. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc bon, les mamans sont quand même un petit peu indignées, hein, parce que sans chaperon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait faire à nos filles et tout. Mais d'un autre côté, elles ont toutes un petit peu envie de l'argent, quoi. Donc elles y vont. Et donc elle va mettre ses 3 filles chez ce monsieur, mais avec la gouvernante. Comme ça, elles sont pas vraiment sans chaperon. Et donc on va suivre en fait ce qui se passe, c'est quoi ce défi, quel est cet homme, qu'est-ce qu'il attend des femmes. Et en fait c'est hyper drôle, ça prend le mythe à contre-pied, ça prend les contes complètement à contre-pied, ça prend la romance à contre-pied, mais en même temps c'est un livre qui est extrêmement beau. Il y a des scènes qui sont d'une sensualité mais magnifique, vraiment extrêmement poétique. J'en ai lu des livres où il y avait des scènes sensuelles, des scènes de relations amoureuses, mais lui, il est parmi celui où elles étaient le mieux écrites, où elles étaient les plus belles, les plus tendres, les plus douces. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, c'est un livre vraiment très réaliste sur ce que c'est que d'être une femme. Et il est génial, il est vraiment génial. Il est très drôle et en même temps, il est plein de magie. Et c'est vraiment surprenant en fait. Donc il y a plein de mystères. C'est en même temps une espèce de réécriture de Orgueil et Préjugés, de Jane Eyre et de ce fameux conte de la princesse au petit pois. En tout cas, moi c'est ce que je trouve. J'ai lu pas mal de livres féministes cette année parce que je me suis lancée à 100% dans le truc. J'avais pas envie de tous vous les présenter, mais il y en a beaucoup qui ont été des coups de cœur. Mais celui que je vais vous présenter là, ça a été une énorme claque. Déjà, j'ai lu en juillet-août King Kong Theory, donc lui ça a été une énorme claque, évidemment. Un livre surpuissant, classique, certaines ne l'aiment pas, certaines l'adorent. Moi en tout cas, je suis contente de m'être fait un avis dessus parce que je l'aime beaucoup. Mais encore une fois, c'est vraiment chacun ses goûts, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que tout le monde l'a lu ou tout le monde a au moins lu des extraits ou quoi, voilà. Encore une fois, je rappelle, on n'est pas obligé de lire des livres féministes pour être féministe et inversement, voilà, si on ne fait que lire, enfin bref, il n'y a pas du tout de règles là-dedans. Donc voilà, mais si vous vivez votre féminisme sans lire de livres, c'est très bien aussi en fait. C'est pas les livres qui font le combat, ni l'inverse quoi. Et du coup, le livre que je voudrais vous présenter, c'est un livre qui à la librairie m'a été vendu comme un nouveau King Kong Theory. Il s'agit de À main nue de Amandine Day que je vous ai présenté dans l'un des tout derniers update lecture. Et ce livre, je vais pas en reparler trop parce que j'en ai vraiment parlé il y a pas longtemps, je vous remets l'update juste ici, mais en gros l'autrice, elle nous parle de désir en fait, de sexualité féminine, de sexualité féministe. Elle revient sur plein de tabous de l'enfance jusqu'à l'âge adulte qui concernent la sexualité des femmes, ou en tout cas la sexualité voilà, féminine, je sais pas trop comment m'exprimer, mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est trop bien parce qu'elle brise plein de tabous, elle déconstruit des mythes, des clichés, des choses comme ça. Et elle dit voilà, ça c'est normal, c'est comme ça, c'est la sexualité. D'un autre côté, elle revient sur des sujets un peu plus graves, un peu plus touchy, en disant il faut en parler. Et ça c'est ça, elle pose des vrais mots sur des choses. Et c'est des mots qui, ça fait du bien en fait de les poser pour éclaircir l'idée. Par exemple sur le viol, voilà. Et notamment le viol conjugal. Céder n'est pas consenti. Je le répète, mais on ne le dira jamais assez. Et donc ce livre est hyper bien, il m'a vraiment foutu une claque. Pareil, je l'ai lu d'une traite aussi en fait, comme Lettre à toi qui m'aime, j'aurais pu le mettre aussi dans cette catégorie de le livre que j'ai lu d'une traite. Je ne serai plus jamais la même.
On va continuer dans le féminisme puisqu'on y est pour notre avant-dernier livre. Il s'agit de Les Grandes Oubliées, donc c'est le livre qui m'a refait plonger dans l'histoire, mais une nouvelle manière de voir l'histoire, un petit peu comme Civilisation quelque part. Dans Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, que je vous ai aussi présenté dans le dernier update lecture, donc je vous laisse aller le voir pour plus d'infos. Mais voilà, elle revient sur l'histoire du paléolithique jusqu'à nos jours, en France métropolitaine. Voilà, c'est pas un livre exhaustif parce que c'est pas possible, il est trop court pour être exhaustif, il faudrait un livre par thématique qu'elle aborde en fin de compte. Mais elle déconstruit plein de clichés sur comment en fait l'histoire est sexiste, et l'histoire a été écrite par des personnes qui ont consciemment effacé les femmes de cette histoire pour différentes raisons qu'elle essaye de décortiquer et d'expliquer grâce à des travaux d'historiennes qu'elle a lus, analysés et qu'elle nous offre en fait ici de manière un petit peu plus légère, un petit peu plus digeste. Et ce qui est trop bien, c'est que Titu Lecoq, elle a beaucoup d'humour, elle explique super bien, elle vulgarise super bien, donc voilà, ça a été un coup de cœur pour moi. On enchaîne avec mon dernier coup de cœur de l'année qui est le livre qui m'a le plus fait rire, mais mon dieu ce livre était trop drôle, je l'ai lu d'une traite, je l'ai acheté à Montreuil. Il s'agit de Félicratie de H. Lenoir, publié chez Sarbacane. Je le voyais un petit peu passer, je l'ai vu passer que sur la chaîne de Les Lectures de Chloé et Alex Bouquin Prada. Encore une fois, Alex, c'est mon influenceuse numéro 1. Mais du coup, je l'ai vu passer sur ces deux chaînes et depuis, c'est vrai que ça me traversait un peu l'esprit. Je me suis dit, il me titille un peu ce livre. En fait, une sorte d'extraterrestre d'aliens envahissent la Terre et ils gagnent contre les humains et ils tuent 99% de l'espèce humaine pour ne laisser plus que 1%. Et ce 1%, en fait, ils le domestiquent comme des espèces de chats, en fait. Donc, ils les promènent en laisse. C'est un espèce de mi-chat, mi-chien. Ils les promènent en laisse, ils leur font porter des espèces de pyjamas pilou-pilou, ils leur brossent les cheveux tous les soirs, ils leur donnent une espèce de pâté dégueulasse et voilà, ils les enferment chez eux. On suit Yacine qui est un humain domestique pour Alien et un jour il va être rejoint par Rose qui est nouvellement humaine domestique, mais avant elle était un peu en cavale et elle tient un peu moins en place que lui et donc ils vont essayer de voir comment peut-être il pourrait sortir de cette situation parce que ces aliens à première vue sont invincibles, mais il y a une seule chose à laquelle ils ne résistent pas, ils y sont mortellement vulnérables, c'est les poils de chat. Sauf que du coup, ils ont exterminé tous les chats, ou presque. Donc voilà, on va suivre cette espèce de petite quête. Ce que j'ai vraiment retenu de ce livre, c'est qu'il était hilarant. L'auteur s'inspire beaucoup de Terry Pratchett et on le ressent beaucoup dans l'écriture, dans la manière de construire des personnages et dans la manière de raconter le récit, avec un système de notes de bas de page en fait, que Terry Pratchett utilise beaucoup et qu'on retrouve là-dedans. Et en plus d'être super drôle, c'est un livre qui prend plein de clichés et qui les envoie valser. Moi, c'est vraiment mon genre de livre préféré en ce moment. Donc par exemple, notre personnage préféré, c'est un personnage racisé. Il le dit lui-même, il en rigole et tout. On suit beaucoup de personnages féminins hyper forts, hyper badass, méga intelligents. Il y a beaucoup de personnages hyper divers et variés, il y a des mentions de handicap, il y a des mentions d'amour hétérosexuel et pas que hétérosexuel, voilà, homosexuel ou quoi. Et il y a aussi une espèce d'histoire d'amour fraternel en fait, et ça j'ai trouvé ça génial. Au début je me suis dit oh non, si ça devient de la romance ça me saoule, et pas du tout, l'auteur il a tout pris à contre-pied et c'est trop génial, c'est vraiment super drôle, vous regarderez plus jamais vos chats de la même manière. C'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai parlé carrément plus que 2 minutes de chaque livre et en même temps j'ai l'impression de pas leur avoir rendu justice, vraiment ils sont géniaux de chez géniaux. Je vais vous donner mon top 3. Alors en réalité c'est pas un podium où il y a genre 3 places, c'est un podium où il y a 5 places parce que j'arrivais pas trop à me décider. Et en plus, il n'y a pas de livres en prums, ils sont tous à égalité, je pense. Il y en a peut-être 2 qui sont moins au-dessus que les autres, je vais vous les montrer toutes. Les 2 petits derniers de ce podium à 5 places, c'est Félicratie et D'or et d'Oreiller, donc qui sont quand même 2 énormes coups de cœur. De tous les coups de cœur, c'est 2 de mes préférés. Les 3 qui sont sur le podium final, sans surprise, Eurydice déchaînée, Bord de terre de Julia Thévenot et, je vous le donne en mille, du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Ah. Voilà pour mes coups de cœur de l'année 2021. Cette année je ne ferai pas de vidéo flop parce que en fait j'avais une politique d'abandon très stricte. Dès que ça me plaisait pas, j'abandonnais presque instantanément. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos livres préférés, vos coups de cœur de cette année 2021. Et je le rappelle, mais il y a un petit concours. Voilà, le concours se tient également sur Instagram, mais n'hésitez pas, voilà, le Google Doc est dans la barre d'infos.